Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lou Masson. Effectivement, je suis chargée de mission au service innovation du Grand Port Maritime de Bordeaux. Et donc, j'aimerais prendre un temps avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos outils qui sont opérationnels depuis environ un an, les jumeaux numériques du fleuve. Donc, dans un premier temps, on va aborder plutôt l'aspect technique des jumeaux numériques du fleuve, donc leur fonctionnement. Et ensuite, on va plus aborder une partie socio-économique et notamment la notion de commun numérique. Alors, je tiens à vous prévenir tout de suite, ce ne sera pas forcément la présentation la plus technique d'aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Mais en tout cas, j'espère vous convaincre que la notion de commun numérique, ou en tout cas la notion d'open source, elle est importante à prendre en compte quand on développe une technologie. Alors, je vais démarrer par un constat très réjouissant. Donc, c'est une étude de l'agence de l'eau Adour-Garonne qui a été réalisée sur l'estuaire de la Gironde, qui s'appelle Garonne 2050. Et donc, on estime, d'après cette étude, que d'ici 2050, il va y avoir une baisse des débits naturels d'étiage de l'ordre de 40 à 50% au sein de l'estuaire de la Gironde. Et donc, cette baisse des débits naturels, elle va entraîner plusieurs conséquences, notamment la disparition, ou en tout cas la baisse de quantité de certains poissons migrateurs au sein du fleuve, mais également une dilution plus difficile des polluants, une baisse de la disponibilité en oxygène, et on ajoute à ça une augmentation globale des températures, que ce soit de l'air ou de l'eau, et on en arrive au constat qu'effectivement, il va falloir anticiper cette crise climatique. Donc voilà, les jumeaux numériques du fleuve. Nous, le Grand Port Maritime de Bordeaux, on est un des acteurs qui a la responsabilité de se mobiliser autour du fleuve et d'améliorer la gestion durable des ressources en eau. Donc voilà, les jumeaux numériques du fleuve, ils sont nés avec cet objectif de mettre à disposition des plateformes interconnectées pour réaliser des simulations numériques autour de l'estuaire de la Gironde. Donc voilà, je ne vais pas trop non plus me pencher sur les acteurs, mais disons que c'est un projet assez fédérateur parce qu'il concentre une grande diversité de parties prenantes. On va d'abord avoir sur la partie supérieure les acteurs qui sont présents dès l'origine du projet, donc depuis une dizaine d'années, notamment sur le modèle numérique qui s'appelle Gironde XL 3D. Donc ce modèle numérique Gironde XL 3D, il a été amélioré et a initié le cercle virtueux de partage au sein du projet européen Eclipse. Et ensuite, en bas à droite, vous allez avoir le jury qui a participé au hackathon d'inauguration des jumeaux numériques du fleuve, donc en 2023, à travers un partenariat d'innovation. Donc voilà, pour les objectifs, bon, assez simple, partager et développer la connaissance du fleuve envers tous les acteurs de l'eau, mais globalement dans un large public. Mais également favoriser les échanges de données et de résultats opérationnels, parce que nous, on a des outils open source, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est un aspect qui est très important dans notre projet. Il va y avoir évidemment anticiper les effets du changement climatique, préserver la biodiversité et la richesse environnementale et développer la surveillance du littoral et du fleuve à travers les différents paramètres physico-chimiques qu'on va avoir au sein de nos outils et que je vais vous présenter aussi un peu plus tard. Et enfin, l'aspect réplicabilité, pareil, que je vais mentionner plus tard. Voilà, je vais vous mentionner plus tard cet aspect-là aussi. Au niveau de la communauté, on va avoir plusieurs acteurs qui vont être impliqués. Ça va être tout d'abord les décideurs qui, eux, vont faciliter la compréhension des risques liés au changement climatique, mais également favoriser la prise de décision des stratégies territoriales à mettre en place avec ces outils. On va avoir les utilisateurs, donc les usagers, disons un citoyen lambda, qui lui va disposer d'outils et de données pour comprendre et anticiper le changement climatique, mais aussi les experts techniques ou alors les scientifiques qui, eux, vont développer les outils, les améliorer, et également ils vont avoir cet aspect de vulgarisation des outils pour accompagner les usagers. Et enfin, les développeurs qui, eux, vont veiller à la fiabilité des outils et qui vont, par exemple, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, là, on va rentrer plutôt dans l'aspect technique et le fonctionnement des jumeaux numériques du fleuve. Alors, les jumeaux numériques du fleuve, c'est trois plateformes qui sont... On m'entend bien ? Oui. C'est trois plateformes qui sont interconnectées. Donc, on va d'abord aller prélever des données externes, donc ce que vous avez sur votre gauche, qui proviennent de plateformes Open Data. Donc, par exemple, Open Météo, Copernicus, Hub-O, avec différents paramètres physico-chimiques qui vont être pris en compte. Ces données-là, elles vont être intégrées dans des fichiers de données et ces fichiers de données vont être déposés dans la plateforme de dépôt communautaire Nouvelle-Aquitaine Open Source, NAOS, au sein de l'outil open source GitLab que vous connaissez sûrement, très connu. Ensuite, suite à cela, on va venir synchroniser la plateforme GitLab et la plateforme Lysos, qui, elle, la plateforme Lysos va permettre de créer une machine virtuelle. Elle va mobiliser les ressources de calcul nécessaires et va lancer la simulation.
Une fois cette simulation terminée, elle va être envoyée sur la plateforme de surveillance Gyros, qui, elle, est plutôt une plateforme de visualisation des résultats. Voilà, avoir quelque chose un peu plus parlant, un peu plus sexy, en tout cas, pour les citoyens lambda, disons. Donc voilà, je mentionne juste le fait que nous, on utilise les codes de calcul OpenTeleMac, qui sont un peu, disons, en tout cas les plus utilisés en matière de modélisation hydraulique. Et donc la plateforme LISOS, elle va plus être destinée aux scientifiques, aux étudiants, aux bureaux d'études qui, eux, ont un peu plus l'habitude de manipuler OpenTeleMac. Et la plateforme Gyros, quant à elle, elle va plus être destinée aux décideurs et au grand public qui, eux, ont besoin d'avoir une visualisation pour mettre en place des stratégies. Ah oui, bon, ça c'est pas important. Si on zoome sur la plateforme Gyros, on va avoir différents modules métiers. Alors là, je vais en mentionner que 2, mais il faut savoir qu'il existe aussi les modules métiers navigabilité et dragage qui sont un peu plus destinés au port. Mais en tout cas, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. On va avoir le module métier caractéristiques du milieu qui va prendre en compte environ une dizaine de paramètres physico-chimiques. Donc on va avoir par exemple la charge organique, on va avoir la température, la salinité, la marée, etc. Et donc tous ces paramètres physico-chimiques vont être pris en compte. Et donc ils vont être pris en compte dans le passé. Donc, par exemple, quelle était la température de l'eau à telle date, à telle heure, etc. Mais également dans une période de 11 jours dans le futur. Donc quelle va être la température de l'eau ou la charge organique de l'eau à telle date, à tel lieu, etc. On va également avoir Garonne 2050 qui en fait fonctionne sur le même principe, mais en 2050 en fait. C'est-à-dire que quelle est la température de l'eau, par exemple au 15 février 2050, et ben on va pouvoir le savoir. Basé sur l'étude de l'Adour-Garonne dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc là c'est un exemple. Vous pouvez voir sur votre droite, au 15 février 2050, la température de l'eau, elle va se trouver entre 8 et 9 degrés. À titre de comparaison, à votre gauche, vous avez à la même date du 15 février, mais en 2024, la température de l'eau va se trouver à une température d'environ 6 à 7 degrés. Alors c'est une différence de 2 degrés, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais pour autant, une différence de 2 degrés au niveau de la température de l'eau, en fait, ça fait bouger pas mal de choses au niveau de la biodiversité, au niveau de l'estuaire. Ça, c'est à prendre en compte. Et je tiens juste à rappeler que du coup, l'étude Garonne 2050, elle est basée sur l'étude de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, que nous, on a choisi de se baser sur le scénario modéré RCP 4.5 du GIEC, donc qui est un scénario intermédiaire. Certains nous ont reproché le fait que ce scénario était trop optimiste, certains nous ont reproché le fait que le scénario était trop pessimiste. Nous, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et c'est juste pour vous rappeler que, voilà, évidemment que ce n'est pas possible de connaître la température de l'eau exacte en 2050, mais que c'est basé sur cette étude-là et que ce sont des hypothèses. Donc voilà, un autre aspect, en tout cas pour moi l'intérêt le plus grand des jumeaux numériques du fleuve, c'est de réaliser des cas d'usage. Donc les cas d'usage, ils permettent de déterminer l'impact de nouveaux scénarios sur le fleuve et sur le territoire. Donc que ce soit des scénarios liés au changement climatique, mais également des scénarios liés aux activités anthropiques, donc liés à l'activité humaine. Donc alors sur votre droite, vous allez avoir un exemple, disons un cas d'école. On a choisi la géothermie, c'est-à-dire le fait, par exemple, de puiser de l'eau dans la terre pour réfrigérer ou chauffer un bâtiment et de le rejeter dans la Garonne. Donc là, vous allez avoir l'exemple d'un rejet d'eau chaude dans la Garonne qui bouge en fonction de la renverse de marée. Donc voilà, c'est un cas d'école, mais en tout cas, c'est pour vous illustrer à quel point ces outils peuvent être facilement utilisables, c'est-à-dire qu'il suffit de copier le modèle au sein du dépôt communautaire Naos, d'apporter les modifications qu'on souhaite, donc là, une source ponctuelle d'eau chaude, puis de pouvoir visualiser ces résultats. Donc voilà, un autre aspect des jumeaux numériques du fleuve, c'est la réplication. Il faut savoir qu'en fait, la plupart des fleuves, ils ont des simulations numériques qui existent au sein de leur fleuve, mais on a ce problème-là encore, en fait, qu'il n'y a pas de fédération, ou en tout cas, on n'a pas réussi encore à fédérer tous les autres fleuves pour ensuite avoir une grosse plateforme d'hébergement de toutes les simulations numériques du fleuve pour améliorer la gestion durable des ressources en eau. Donc nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Techniquement, c'est possible. On peut être une plateforme d'hébergement de toutes les simulations numériques des fleuves de France ou du monde, si on souhaite, mais pour l'instant, il manque encore cet aspect de fédérer. Donc voilà, là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu réaliser, par exemple, avec le Saint-Laurent à Québec. Donc voilà, sans transition, je passe plutôt à la partie socio-économique de cette présentation, en commençant par ce sondage de l'ADEME, qui présente le fait qu'effectivement, en matière de transition écologique, les Français ils vont devoir être amenés à
à avoir des profonds changements au sein de leur mode de vie. Et ces Français, ils sont prêts à accepter ces changements, mais 64% de ces Français-là, ils sont prêts à accepter ces changements s'ils sont partagés de façon juste. Et parmi ces 64%, s'ils sont décidés collectivement à 41%. Et donc pourquoi, enfin là où je veux en venir, c'est-à-dire que nous, en tant que Grand Port Maritime de Bordeaux, en tant qu'acteurs publics, on a un devoir envers les citoyens. Et sachant, en partant du principe que les jumeaux numériques du fleuve, ils ont déjà cet aspect open source avec les données open data, nos outils qui sont open source, on veut aller plus loin dans cette vision d'ouverture. Et donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'est cet aspect de notion de commun numérique. Alors les communs numériques, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, donc c'est pour ça que je vais vraiment revenir à la base en prenant un exemple très simple, celui du jardin public. Et ensuite, je ferai la comparaison avec un commun numérique. Donc voilà, un jardin public, on est d'accord, l'accès est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir toi tu ne rentres pas, toi tu rentres. Voilà, l'accès est ouvert à tous, tout le monde peut y rentrer. Pour autant, il va y avoir des règles d'usage. Donc là, dans le contexte du jardin public, ça va être le règlement du parc. Il y a des horaires d'ouverture. Par exemple, je ne sais pas, on peut récolter du bois, le bois mort, mais on ne peut pas couper les arbres. Voilà, ça c'est des règles d'usage. Ce jardin public qui vise la satisfaction de la collectivité et des citoyens, donc qui vise la satisfaction collective. L'entrée est gratuite. Et pour autant, il y a un entretien qui est assuré par la collectivité. Voilà, il n'est pas mis à l'abandon. Et deux aspects très importants, ce jardin public, il bénéficie d'une protection juridique. Dans ce cas-là, vu qu'il bénéficie d'une protection juridique, sa garantie d'accès, elle est plutôt assurée pour les futures générations. C'est-à-dire que, par exemple, sauf cas très particulier, mais un jardin public, il ne peut pas être racheté par un industriel pour construire une usine à charbon. Bon, évidemment, je suis dans la caricature, mais disons, c'est pour vous faire comprendre que ce jardin public, il est sous des lois municipales, des lois nationales, qui fait qu'il bénéficie d'une certaine protection juridique. Maintenant, quand on fait la comparaison avec un commun numérique, alors j'ai pris l'exemple de Wikipédia parce que généralement c'est le commun numérique qui parle un peu à tout le monde. Voilà, les gens ne savent pas forcément que c'est un commun numérique, mais c'est un commun numérique. Donc au niveau de l'accès ouvert à tous, eh bien, Wikipédia voilà, est accessible à tout le monde qui a un accès Internet finalement. Mais pour autant, il y a des règles d'usage dans Wikipédia. Voilà, on ne peut pas contribuer de tous comme on veut, on ne peut pas mettre des fake news comme on veut. Voilà, il y a des règles de contribution et d'édition. Également, il vise la satisfaction des utilisateurs envers la plateforme. Bon, voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un service gratuit, mais pour autant, il est quand même entretenu. Il est entretenu par le volontariat et les dons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les communs numériques sans communauté, ce ne sont pas des communs numériques, en fait. C'est-à-dire que cet aspect communauté, cet aspect entretien du service, entretien du commun, il est très important. Sans communauté, en fait, il n'y a pas de commun numérique. Ce n'est pas parce qu'on met un logiciel en open source que c'est un commun numérique. Et donc là, je vais revenir sur les deux points les plus importants pour moi. C'est cette protection juridique et cette garantie d'accès. Actuellement, les communs numériques, voilà, il y a un vrai problème parce que Wikipédia, finalement, évidemment, elle est un peu... Wikipédia ne partira jamais, c'est-à-dire que Wikimedia, qui est l'association qui gère Wikipédia, s'assure de sauvegarder le contenu, etc. Mais Wikipédia ne bénéficie pas d'une protection institutionnelle sur son modèle économique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais à l'abri que Wikipédia soit racheté soit privatisé, devienne payant. En fait, on n'en a aucune idée. Bon, évidemment, c'est peu probable parce que Wikipédia, c'est devenu un symbole, etc., qu'il y a Wikimedia qui est derrière, voilà. Mais ça remettrait en cause son modèle économique. Donc, c'est pas forcément probable, mais en tout cas, c'est pour vous faire comprendre qu'actuellement, on assiste à une privatisation croissante de données qui, de base, étaient en open source et qu'il faut se poser la question. Donc voilà, je vais bientôt finir ma présentation, mais pour vous rappeler juste qu'en ce qui concerne les jumeaux numériques, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette idée-là ? Eh bien, c'est avoir notre propre Wikipédia. Bon, évidemment, on traite d'un contenu qui est complètement différent. La modélisation hydraulique, c'est quelque chose qui est assez niche, mais on est dans l'idée de cette vision d'ouverture. Et maintenant, nous, on a identifié un certain nombre de verrous donc, que vous pouvez trouver sur votre droite et dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Et l'une des solutions qu'on a trouvées pour ces verrous-là, c'est la mise en place d'une gouvernance partagée. Et donc c'est pour ça aussi que je suis là ici, c'est pour faire aussi un appel à contribution, c'est-à-dire que nous, on est à la recherche d'acteurs actifs, que ce soit des personnes du monde académique, des juristes, que ce soit des développeurs web, que ce soit des scientifiques, qui peuvent nous aider à mettre en place cette gouvernance partagée autour de nos outils pour en faire des vrais communs numériques.
Et donc voilà, je vais finir cette présentation avec 3 citations qui juste rappellent à quel point je pense qu'on n'est pas encore, on est encore très loin des conflits de ressources en eau, on n'est pas près de ce qui peut arriver. Et les communs numériques, évidemment, ce n'est pas la clé de la résilience territoriale et la résilience envers l'environnement, mais en tout cas, c'est l'une des clés, je pense. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On a une dizaine de minutes pour échanger, poser des questions. N'hésitez pas à lever la main, je vous apporte le micro. C'est livraison à domicile. Merci pour la présentation. Question assez basique. Combien ça représente de volume de données par jour l'étude hydraulique de la Garonne ? Alors moi, je ne suis pas sur l'aspect technique, donc je ne pourrais pas vous répondre exactement sur combien de données ça consomme. Je vous laisse par contre revenir vers moi plus tard parce que je vais revenir envers mon équipe, mais sur la consommation de données, pour le coup, ce ne sera pas mon domaine. Mes excuses. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi juste après. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée ? Oui. Ah, une demi-question. Oui, donc j'ai vu sur les différentes présentations, vous prenez en compte seulement le fleuve et la mer autour, ou vous prenez aussi en compte tout le système hydraulique qui est dans Bordeaux, par exemple? Là, pour les jumeaux numériques du fleuve, on prend en compte tout l'ensemble de l'estuaire de la Gironde, c'est-à-dire qu'on va avoir la Dordogne, la Garonne. Je ne sais pas si j'ai une représentation. Oui, bon, on va dire que celle-ci est pas mal. On va avoir la Dordogne, la Garonne et l'estuaire de la Gironde jusqu'à l'océan. On ne va pas prendre en compte après plus loin. D'accord. Merci. Une autre question dans l'Assemblée ? Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, pour vraiment aller vers le commun numérique, est-ce qu'à terme, l'idée, ce serait de pouvoir aussi avoir quelque chose de couplé entre le fleuve, la météo, les champs, l'agriculture, plein d'autres choses? Est-ce que c'est une direction qui souhaiterait être prise, de pouvoir coupler les différents éléments? Alors oui, évidemment. Moi, je parle en tant que Grand Port Maritime de Bordeaux, donc on essaye de rester dans le cadre du fleuve et on essaye déjà de fédérer autour du fleuve. Et je peux vous assurer que parfois, c'est pas évident. Mais évidemment, on peut prendre en compte le fait de faire des jumeaux numériques sur une plus grande échelle, à l'échelle par exemple des sous-sols, à l'échelle de l'agriculture, c'est parfaitement envisageable. C'est pas quelque chose vers lequel on s'est penché parce que, disons que c'est vraiment un pas gigantesque à faire et qu'on n'en est pour l'instant pas à ce domaine-là, mais oui. Merci. Merci pour la présentation. Je me demandais, par rapport au modèle statistique utilisé dans le logiciel, vous travaillez avec qui en fait? En fait, là, on s'est basé sur le modèle Gironde XL 3D qui a été développé par le CEREMA. Attendez, c'est où? Voilà. Donc voilà, le modèle Gironde XL 3D, il a été développé par le CEREMA, il a été enrichi par tous les partenaires que vous avez au-dessus. Et nous, on se base sur ce modèle-là et aussi sur le modèle Gironde XL Hull pour nos jumeaux numériques du fleuve. En fait, l'intérêt des jumeaux numériques du fleuve, c'est les plateformes qui sont interconnectées. Le modèle ne nous appartient pas en tant que tel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. On a encore le temps pour 2 questions, je pense. Très bien, je pourrais en poser une. Qu'est-ce qui manque à ces outils-là pour qu'ils puissent être, que le grand public puisse se les approprier? Vous voyez, c'est quand même, je pense qu'il y a une petite marche quand même avant de pouvoir mettre le nez là-dedans. Donc, qu'est-ce qui manque à ces outils? Alors, si ça ne tient qu'à moi, mon équipe n'est pas forcément d'accord, mais il manque, enfin en tout cas on en a un, c'est parce que j'en ai pas parlé, disons une version simplifiée de ces outils. Quand je vous ai parlé des modules métiers, donc voilà, les modules métiers, je vous ai présenté ces 2 modules métiers-là. En fait, il existe une plateforme
qui s'appelle Études simplifiées, où en fait il suffit d'aller sur la plateforme Giros. D'ailleurs, n'importe qui peut y aller, il me semble. Je ne sais pas s'il faut un compte. Il faudrait que je confirme avec ma... Ah, il faut se créer un compte, mais bon, c'est... Voilà. Et voilà, il suffit de se rendre et je trouve que le module métier Études simplifiées, il n'est pas assez mis en valeur au sein des jumeaux numériques, mais il existe et du coup c'est très facile de s'y rendre en tant que citoyen lambda finalement. Et effectivement, la modélisation hydraulique, c'est quelque chose d'assez niche. Donc ça, malheureusement... Déjà, merci pour la présentation. J'ai une question sur le modèle statistique. Est-ce que vous faites, en fait, est-ce que vous mesurez l'écart entre ce que dans le modèle et réellement? Et est-ce que par année, vous actualisez le modèle? Alors, je ne suis pas exactement sûre de comprendre votre question. Il me semble que non, on ne fait pas l'écart entre... ma collègue me confirme qu'on ne fait pas l'écart. Je ne sais pas si tu veux peut-être intervenir sur ce... Non. Ah ouais. Merci. Bonjour. Du coup, ça rejoint un peu votre question que vous avez posée. C'est quelque chose qu'il va falloir développer, de comparer ce que nos simulations donnent avec ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Et c'est quelque chose à mettre en place. Mais comme Lou vous l'a dit, le projet est vraiment nouveau. Il n'a même pas 1 an. Donc on est encore dans une phase de développement. Oui, je vous entends. Est-ce que vous êtes interconnecté avec les données du réseau d'égout, par exemple, de Suez, etc. Ça peut avoir un impact sur la température, peut-être? Effectivement. Et pourquoi pas développer ce modèle-là sur, on parle actuellement, sur la Seine avec les JO? Est-ce qu'on aurait pu faire un modèle pour anticiper tout ça? Mais on ne demande que ça. Alors, en fait, je pense qu'il existe déjà une modélisation numérique de la Seine. C'est juste qu'elle n'est pas mise en valeur. Et nous, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on cherche à devenir une plateforme d'hébergement de cette modélisation numérique des fleuves. Donc, avec grand plaisir. Venez chez les jumeaux numériques du fleuve. Et en ce qui concerne les égouts, alors je ne pense pas que ce soit des données qui soient prises en compte pour l'instant. On a environ une dizaine de paramètres physico-chimiques et pour l'instant, ces données-là, elles ne sont pas prises en compte. Disons qu'elles pourront être rajoutées dans un futur. Merci. Moi, j'ai encore une petite question. Vous avez donné des informations, je crois, pour 2050 en suivant, je ne sais plus quel scénario du GIEC, là. Je sais pas si le scénario 4.5. Ouais. Vous avez donné le chiffre de 2 degrés de plus. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, hein, mais 2 degrés de plus dans la Garonne, c'est Mad Max sous l'eau. Hein. Et encore, c'est le scénario intermédiaire, parce que si on s'était basé sur un scénario plus pessimiste... Justement, moi, je voulais un scénario optimiste. Lequel, hein, qu'est-ce qui se passe là dans les scénarios les plus optimistes? Les poissons reviennent, il y a une barrière de corail dans la Gironde. Tout va bien. Non, de manière globale, en fait, aucun des scénarios n'est optimiste. Évidemment, c'est disons le moins pessimiste. Il va y avoir quand même une baisse des débits naturels d'étiage. Ça, voilà, on va pas y échapper. Voilà, juste pour info, la baisse des débits naturels d'étiage, c'est en gros le minimum d'eau que doit avoir un fleuve en période sèche. Voilà. Et donc, je ne pense pas, dans le scénario optimiste, j'imagine qu'il n'y aura pas de disparition des poissons migrateurs, il y aura peut-être une baisse de quantité. En fait, c'est tout. Enfin, ces facteurs-là sont à prendre en compte dans tous les scénarios. C'est juste à quelle ampleur ils vont être pris en compte. Une dernière question, peut-être. Moi, en tant que chercheur, là, je me demande... pourquoi c'est aussi difficile de travailler avec d'autres chercheurs sur d'autres fleuves? Je n'ai pas compris pourquoi. Quelle était la difficulté? Actuellement, en fait, on rencontre une difficulté où les bureaux d'études font leurs études dans leur côté, ils les donnent à certaines entités. Et en fait, il y a un problème de partage, il y a un problème au niveau au niveau du partage, au niveau de l'ouverture de ces études-là. Généralement, vous allez avoir une entité publique qui va aller contacter un bureau d'études pour faire telle étude sur telle zone pour telle période. Cette étude-là, elle va être prise en compte, puis après, elle va être oubliée, en fait. Et nous, c'est ça qu'on cherche, c'est justement qu'on ait une étude en continu et que les bureaux d'études puissent contribuer, pas seulement sur une période de temps, mais dans l'ensemble, en tout cas sur une plus longue période de temps.
Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui. Désolée si je pose une question un peu bête, mais donc ça fait pas longtemps qu'elle existe, ce programme. Les informations qui vont être issues, elles vont être transmises à qui, comment? Elles vont servir, je veux dire, pour alerter c'est... Actuellement, en fait, je reviens sur juste cette slide-là. En fait, elles vont bénéficier à plusieurs types d'acteurs. Par exemple, au sein de la communauté qu'on est en train de développer pour les jumeaux numériques du fleuve, on va notamment avoir des personnes qui ont un rôle de décideur, c'est-à-dire qui, eux, vont s'en servir d'une manière spécifique pour améliorer la prise de décision de stratégie territoriale, par exemple. Ensuite, on va avoir les utilisateurs, les citoyens lambda, disons que c'est un peu plus compliqué d'évaluer de quelle manière ils vont l'utiliser, mais disons que c'est un outil qui est mis à disposition aux citoyens. Après, leur manière de l'utiliser, c'est soit de cette manière-là, donc d'utiliser les modules métiers. Bon, évidemment, vous allez me dire à quoi ça sert que je sache que la température, elle soit à tel degré, à telle période. Mais en fait, ça va servir à quand même pas mal, en tout cas pour les bureaux d'études. Et si vous êtes un citoyen lambda qui s'y connaît un peu, niveau OpenTeleMac, etc., pour réaliser des cas d'usage, on peut imaginer un industriel qui souhaite observer comment la dilution des polluants est effectuée en fonction de la renverse de marée. Et du coup, il va pouvoir réaliser ce cas d'usage ici, en changeant juste, au lieu d'une source chaude, ça va être une source de charge organique, et il va pouvoir calculer, limite, il va pouvoir savoir quand il va pouvoir éventuellement stocker sa charge organique, donc ses polluants, pour quand la marée ne dilue pas assez bien les polluants, et pouvoir les balancer, malheureusement, dans la Garonne après ça c'est la dure réalité, mais dans la Garonne quand la dilution se fait plus facilement. Merci. Peut-être une question en haut, je ne sais pas. Oui, une dernière question là-haut. Ce sera vraiment la dernière, qu'on ait le temps de se déplacer entre les salles. Je vais essayer de faire rapidement. Merci pour la présentation. Vous avez mentionné cette idée de commun numérique et aussi que c'était développé de manière communautaire. Et je me demandais en fait, dans cette idée de commun numérique, comment vous allez faire une prise de décision pour la direction des jumeaux numériques, en particulier si vous étendez ça à d'autres fleuves avec d'autres décisionnaires qui auront sûrement des besoins un peu concurrents et voilà, comment définir un peu la vision du projet. C'est tout là le problème, effectivement, c'est qu'en fait actuellement on n'arrive pas encore à fédérer autour des jumeaux numériques du fleuve. En fait, nous, le port de Bordeaux, on ne veut pas être les seuls acteurs autour des jumeaux numériques du fleuve, on ne veut pas être ceux qui décident de tout. Et pour l'instant, on a encore du mal à trouver des personnes qui vont se lancer dans ce projet-là et qui vont décider de prendre les décisions économiques, de prendre les décisions associées à ce projet-là. Donc pour l'instant, malheureusement, on est vraiment les seuls qui prenons les décisions sur les jumeaux numériques du fleuve. Donc c'est encore quelque chose qui reste à décider. Malheureusement, je ne peux pas encore vous répondre. Merci beaucoup. Encore merci pour cette présentation.